Promenade dans Paris, maison du Moyen-Âge. Nous voilà, chers concitoyens, remis cet été à la condition de nos grands-parents, avant Napoléon III et les Rastaquouères. Au bon vieux temps, les Parisiens qui avaient une terre ou une maison des champs allaient chaque année y passer quelques jours pour cueillir les groseilles ou pour vendanger. Les autres se promenaient dans Paris ou aux environs, il n'en allait pas pire. Plus d'auto et plus de Deauville, voilà, pour nous aussi, l'occasion de reprendre les promenades des ancêtres. Je ne crois pas qu'ils eussent été si nombreux à suivre notre itinéraire d'aujourd'hui. Sûrs de leurs architectes, ils méprisaient volontiers l'œuvre des siècles gothiques. Voilà pourquoi Paris conserve un si petit nombre d'édifices antérieurs au XVIIe siècle. Et voilà pourquoi les maisons privées médiévales y ont subsisté plus rarement encore. Pourtant, quelques exemples permettent de savoir comment on se logeait voici 5 ou 7 siècles. Partons du centre géographique de Paris, du Châtelet. Au nord du Pont-Neuf, la bourdonnante rue de Rivoli coupe la rue étroite, un peu sinueuse, des Bourdonnais. Il y a juste 100 ans que nous aurions dû y venir et nous arrêter au numéro 31, car c'est en 1841 qu'une municipalité déjà imbécile a laissé démolir le magnifique hôtel de la Trémouille, que remplacent peu avantageusement les réserves d'un grand magasin. La rue n'en fut même pas élargie. Suivant l'usage des vandales, on réserva, lors de la démolition des débris jugés intéressants, tels Tropman ou Vacher gardant les plus jolis morceaux de leurs victimes dépecées, vous pouvez les voir au mur sud de la grande cour de l'école des Beaux-Arts, rue Bonaparte, ils forment encore un bel ensemble. Poursuivant au nord de la rue des Bourdonnais, par les rues des Halles, Baltard et Montorgueil, nous gagnons une large voie presque neuve, consacrée à une grande figure révolutionnaire, Étienne Marcel. Au numéro 20, derrière la grille basse d'une cour d'école, se dresse un haut donjon quadrangulaire, la tour dite de Jean sans peur. Jadis, Paris s'arrêtait ici et, pour avoir un peu d'air et d'espace, Robert II d'Artois devient un hôtel des ducs de Bourgogne. Au temps de Jean sans peur, le donjon existe déjà et Jean se contente d'isculpter son emblème qu'on y voit encore, 2 rabots et un fil à plomb. Son ennemi, le duc d'Orléans, affichait un bâton noueux. On entend ce dialogue engagé déjà sur les murs. C'est là que le duc habite, c'est là qu'en 1407 il orchestre l'assassinat de son rival, tué tout près, rue Barbette, dans la nuit du 23 au 24 novembre, par 17 spadassins apostés. Ceci est un mélodrame, et c'est de là que, quelques jours après, il fuit vers ses châteaux du Nord, par la porte du rempart voisin. Pendant ce temps, dit Monstrelet, les Parisiens commencèrent à dire l'un à l'autre en secret « le bâton noueux est plané ». Nous avons toujours été très spirituels. La maison de Bourgogne s'éteint qui éblouissait l'Europe. Le roi François Ier, à qui l'hôtel est échu, le livre au lotisseur en 1539. Une partie de l'édifice subsiste et tombe en roture. Les confrères de la Passion, notre première troupe de théâtre parisienne, s'y installent, puis le louent à des comédiens tout à fait profanes, la troupe dite de l'Hôtel de Bourgogne. Entre 1630 et 1660, Belle-Rose, Brusque-en-Bille, Jodelet, la Champmeslé y font pleurer ou rire nos ancêtres. Les comédiens italiens remplacent les Français, puis l'opéra comique Les Italiens, de 1716 à 1782. Après quoi, c'est le silence bourgeois. La tour subsiste. N'essayez pas d'y monter pour voir l'escalier qui finit en salle gothique, car rien ne tient plus. Naguère, on voulait y loger la commission du vieux Paris. C'est déjà beaucoup qu'on n'ait pas tout démoli. Voilà 2 logis de seigneurs, mais si, par la rue Étienne Marcel, le boulevard de Sébastopol, les rues de Turbigo et du Bourg-l'Abbé, vous atteignez le numéro 51 de la rue de Montmorency, vous trouverez une maison bourgeoise du XVe siècle, en 1407 exactement. Nicolas Flamel, écrivain public et libraire, tenait ses échoppes entre les piliers de Saint-Jacques-la-Boucherie, l'église dont nous avons gardé la tour Saint-Jacques. Il avait si bien fait fortune qu'il passait pour avoir le secret de la pierre philosophale et que, mieux, il décida de faire part de son avoir au public en créant une maison d'aumône. C'est celle que nous voyons, avec ses linteaux gravés d'inscriptions et même du portrait du donateur. Maison bourgeoise dont les étages inférieurs devaient être loués à des particuliers. Avec l'argent des loyers, on entretiendrait de pauvres gens logés aux étages supérieurs. L'inscription de la corniche fait dire par ceci leurs obligations. Nous, hommes et femmes laboureurs, sommes tenus de dire tous les jours un Pater Noster et un Ave Maria. C'était s'acquitter à bon marché.
Il paraît que l'institution ne tint pas, tant notre espèce fut toujours corrompue. Un peu plus loin, vers le Marais, rue Volta, numéro 3, par les rues de Montmorency, Beaubourg et Omer, une maison encore plus ancienne nous accueille. C'est un spécimen désormais à peu près unique à Paris, des maisons à pans de bois si communes, par exemple en Normandie. Et les experts la datent du XIIIe siècle. La pauvre vieille, 6 fois centenaire, est décoiffée de son pignon et s'accote comme elle peut aux voisines, mais elle tient encore et, à son rez-de-chaussée, s'ouvrent les seules boutiques du Moyen-Âge que nous avons ici. Un étal ouvert sur la rue par une large baie rectangulaire, sous un auvent de pierre. Retournons au grand de ce monde. Rue des Archives, par les rues Omer, des Vertus, des Gravilliers, Pastourelle, pointent les 2 cornes tourelles qui flanquent le portail de l'hôtel d'Olivier de Clisson, connétable de France. Il est d'aimables oiseaux qui assurent que, fatalement, les villes se développent vers l'ouest. C'est plus facile à dire qu'à prouver. Sous Charles V et jusque sous Louis XIII, c'est vers l'est que Paris poussait. Charles le Sage habitait surtout l'hôtel Saint-Paul, près de la Bastille, et, tout autour, étaient venus se loger ses serviteurs. Sylvestre de la Cervelle, évêque de Coutances, Jean le Mercier, bureau de la Rivière, Du Guesclin lui avait son hôtel rue de la Verrerie, à 2 pas. Clisson suivit le mouvement et vécut à l'ancien hôtel de Braque, qui l'embellit. Des peintures y représentaient ses exploits et ceux de Du Guesclin. C'est derrière ces 2 tourelles qu'on le ramena, dans la nuit du 13 au 14 juin 1392, après que Pierre de Craon eut tenté de le tuer près de l'hôtel Saint-Paul. Le jeune Charles VI vint au chevet du blessé. « Connétable, dit-il, jamais chose ne fut si cher payée comme celle-ci sera. » Sur quoi le bon roi partit à la poursuite de l'assassin. Il devint fou pendant la route, un roman policier mal fait. Des Clisson au Blois et, après une confiscation anglaise, des Albret au Détampes, puis au Babou de la Bourdaissière, cette famille de notaires dont descendait Louis XV, qui vendent aux Guises, la Ligue s'est tramée là. En 1704, les Rohan-Soubise, successeurs des Guises, font élever le magnifique hôtel où Napoléon a établi les archives nationales et qui englobe les tourelles de Clisson. On a eu, jusqu'ici, le bon goût de ne pas les abattre. Les 2 autres grands hôtels du Moyen-Âge qui subsistent sont bien connus. Rue du Figuier, numéro 1, par les rues des Archives, de Rivoli, François Miron et de Jouy. C'est l'hôtel de Sens, 1475. Habitation parisienne des archevêques de Sens, au temps où Paris, simple évêché, tait leurs suffragants. La reine Margot y vécut aussi et fit pendre, sous ses fenêtres, un de ses anciens favoris, meurtrier de son successeur. Ne criez pas au scandale. Puisque nous finissons la promenade par l'hôtel de Cluny, XVe siècle, pensez un peu à ce que les architectes des monuments historiques y ont ajouté. Quand le collectionneur du somme rare le prit en charge, il ne restait pas grand-chose du pied-à-terre parisien des abbés de Cluny, et voyez pourtant comme, aujourd'hui, tout y a l'air authentique. Pour achever l'inventaire des maisons privées du Moyen-Âge à Paris, il ne faudrait plus beaucoup d'encre. Le gros œuvre des maisons des chanoines de notre cathédrale qui subsiste, rue du Cloître Notre-Dame, quelques débris tels que cette porte sur une cour de la rue Chanoinesse, au numéro 12, autour de laquelle un propriétaire imaginatif a fait rebâtir une maison et un puits gothique, les caves, enfin, qui survivent aux maisons. J'en connais plusieurs, romanes ou gothiques, mais les propriétaires en sont jaloux. Et voilà tout ce qui reste de toutes les maisons édifiées à Paris pour des particuliers, depuis le temps de Rome jusqu'à celui du bon roi Louis XII, 1100 ans. Cette promenade un peu longue enseigne, on le voit, la modestie en même temps que l'histoire, ce qui est normal. Voilà donc la fin de cet article de Pierre Despezel, paru le lundi 4 août 1941 dans l'hebdomadaire français Je suis partout, à propos des réminiscences, des restes du Moyen-Âge subsistant à Paris à cette époque. Comme on peut le voir, beaucoup de vestiges d'anciennes maisons, soit de bâtiments célèbres, soit de maisons privées, ont été détruites au cours du XIXe siècle par des architectes modernistes dont ils critiquaient ici la folie destructrice. J'espère que cette vidéo et cet article vous auront plu, intéressé, relaxé, qu'importe. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain texte.